Le bureau du notaire Maître Rousseau sentait le cuir usé et les papiers jaunis. Manon ajusta nerveusement ses lunettes, portant encore le manteau noir des funérailles de sa mère la semaine précédente. De l'autre côté du bureau en acajou, Thomas tapotait impatiemment des doigts, tandis qu'Henri demeurait rigide sur sa chaise, le visage marqué par l'âge et l'amertume. Selon les dernières volontés de Madame Claire, commença le notaire en ouvrant l'enveloppe scellée. Manon déglutit difficilement. Sa mère avait toujours été discrète sur l'argent, vivant modestement dans une maison simple en Provence. Quel héritage pouvait laisser une veuve retraitée? À ma fille Manon, je lègue la maison familiale, les terres agricoles attenantes, ainsi que 70% de toutes mes économies, d'une valeur totale de 180 000 €. Le silence fut assourdissant. Thomas se figea, la bouche entr'ouverte. Henri serra les poings si fort que ses articulations blanchirent. « Pardon ?» balbutia Thomas, incrédule. « À mon fils Thomas, je lègue le restant, soit 30% des économies. » Thomas bondit de sa chaise comme un ressort. « C'est impossible. Maman n'avait pas tant d'argent. Elle vivait comme une pauvre. » Maître Rousseau consulta ses documents avec un calme professionnel. « Votre mère était très économe. Elle avait placé ses économies pendant des décennies. Mais pourquoi elle ?» Thomas pointait Manon du doigt, la voix tremblante de rage. « Pourquoi ma sœur aurait plus que moi ?» Henri prit enfin la parole, sa voix grave et glaciale. « Manon a toujours été la préférée. Même maintenant. » Le notaire toussa délicatement. « Je dois mentionner, bien que cela ne change rien juridiquement, que votre mère semblait parfois oublier certaines choses ces derniers mois. Elle répétait souvent les mêmes questions lors de nos rendez-vous. » Le regard d'Henri croisa celui de Thomas. Une lueur dangereuse s'alluma dans leurs yeux. Manon le remarqua immédiatement. « Qu'est-ce que vous insinuez ?» demanda-t-elle, inquiète. « Rien du tout, » répondit Henri, mais son sourire froid disait le contraire. « Rien du tout. » Thomas se rassit lentement, ses mains tremblant légèrement. Manon sentit son estomac se nouer. Elle venait d'hériter d'une fortune, mais aussi d'une guerre familiale qui ne faisait que commencer. Dans la voiture, en sortant du bureau, elle croisa le regard de Thomas dans le rétroviseur. Ce qu'elle y vit la glaça. Une détermination froide qu'elle ne lui avait jamais vue. Henri, assis à côté de lui, murmurait quelque chose à son oreille. Manon démarra sa voiture, les mains tremblantes. Elle ignorait encore que ce testament n'était que le début de ses problèmes. 3 jours après la lecture du testament, Manon fut réveillée par des coups violents à sa porte. Il était 6 heures du matin. Elle enfila sa robe de chambre, inquiète. Dehors, Thomas faisait les 100 pas comme un fauve en cage, les cheveux en bataille, les yeux injectés de sang. « Il faut qu'on parle », cracha-t-il dès qu'elle ouvrit. « Thomas, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air foutu? Désespéré ?» Il éclata d'un rire amer. « Tu n'imagines même pas dans quelle merde je suis, grâce à toi. » Manon recula instinctivement. Son frère dégageait une violence qu'elle ne lui avait jamais connue. « Grâce à moi? Je n'ai rien fait. »« Rien fait ?» Thomas entra sans y être invité, claquant la porte derrière lui. « Tu as manipulé maman. Tu as profité de sa maladie pour tout rafler. »« Manipulé? Thomas, je la voyais à peine ces derniers mois. C'est toi qui allais la voir chaque semaine. »« Justement. » Il se retourna brusquement, pointant un doigt accusateur. « Et tu sais pourquoi j'y allais? Parce que je lui empruntais de l'argent. 500 € par-ci, 1000 € par-là. Elle me disait toujours « Ne t'inquiète pas, mon fils. Tu auras tout ça, et plus encore quand je ne serai plus là. » Manon sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Tu lui volais de l'argent? »« Je ne volais pas, j'empruntais. » Sa voix monta d'un cran. « Et maintenant, tu sais où j'en suis? 85 000 € de dettes. Les mecs du casino de Marseille m'ont donné 60 jours. 60 jours, Manon. Après ça... » Il ne finit pas sa phrase, mais le message était clair. Manon s'assit lourdement sur son canapé, assommée par la révélation. « Mon Dieu, Thomas, pourquoi tu ne m'as rien dit? Te dire quoi? Que ton frère est un perdant qui a tout foutu en l'air ?» Il ricana amèrement. « Papa avait raison. J'aurais dû suivre ses conseils depuis le début. »« Papa? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans ?» Thomas s'arrêta net, réalisant qu'il en avait trop dit. « Rien. Laisse tomber. »« Non, dis-moi. Qu'est-ce que papa a à voir avec tout ça ?» Un silence lourd s'installa. Thomas regardait ses pieds,
les mâchoires serrées. Quand il releva enfin les yeux, Manon y lut une résolution froide qui la terrifia. Papa pense que maman n'était plus capable de prendre des décisions sensées ces derniers mois. Il pense qu'on devrait contester le testament. Contester ? Manon se leva d'un bond. Thomas, tu ne peux pas être sérieux. Je suis très sérieux. Sa voix était devenue dangereusement calme. J'ai rendez-vous avec un avocat demain. Maître Durand, spécialiste en contestation de testament. Papa finance les honoraires. Mais enfin, tu ne peux pas. Je peux et je vais le faire, explosa-t-il. Tu crois que j'ai le choix ? Tu crois que je vais laisser ces enculés me péter les rotules parce que madame la professeure a décidé qu'elle méritait plus que moi ? Manon recula, choquée par la vulgarité et la haine dans sa voix. Ce n'était plus son frère qui se tenait devant elle, mais un étranger désespéré et dangereux. Thomas, écoute-moi, on peut s'arranger. Je peux te donner de l'argent pour ton aumône ? Il ricana. Non merci, je veux ce qui me revient de droit. Tout. Il se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. Tu as 1 semaine pour réfléchir, Manon. Renonce à ta part volontairement et on oublie tout ça. Sinon quoi ? Un sourire glacial étira ses lèvres. Sinon, on va découvrir ensemble si maman était vraiment lucide quand elle a signé ce testament. Et crois-moi, j'ai de bonnes raisons de penser qu'elle ne l'était pas. La porte claqua, laissant Manon seule avec ses pensées terrifiantes. Par la fenêtre, elle le vit monter dans la voiture d'Henri qui l'attendait au coin de la rue. Son père lui adressa un regard à travers le pare-brise. Un regard qui ne laissait aucun doute sur ses intentions. La guerre venait de commencer. Manon gara sa Citroën devant la maison familiale de Provence, le cœur lourd. Elle n'était pas revenue depuis l'enterrement, et l'endroit semblait déjà abandonné. Les volets fermés donnaient à la bâtisse un air fantomatique sous le soleil de novembre. Les clés tremblèrent dans ses mains tandis qu'elle ouvrait la porte d'entrée. L'odeur de sa mère la frappa immédiatement. Un mélange de lavande et de vieux livres qui lui serra la gorge. Tout était resté en l'état, comme si Claire allait revenir d'un moment à l'autre. « Courage !» murmura-t-elle en se dirigeant vers la chambre. C'est là que tout bascula. Sur la table de chevet, un carnet rouge attira son attention. Elle l'ouvrit au hasard et fronça les sourcils. La même liste de courses était écrite 3 fois de suite, de la même écriture tremblante. Pain, lait, médicaments, appelez Manon. Puis encore, pain, lait, médicaments, appelez Manon. Et une 3e fois. Son estomac se noua. Elle tourna les pages. Partout, les mêmes répétitions obsessionnelles. Des rendez-vous notés plusieurs fois, des numéros de téléphone griffonnés puis réécrits à l'identique. Et surtout, cette phrase qui revenait sans cesse. Thomas a encore pris de l'argent. Manon s'assit sur le bord du lit, le carnet serré contre sa poitrine. Les mots de Thomas résonnaient dans sa tête. J'ai de bonnes raisons de penser qu'elle ne l'était pas. Elle fouilla fébrilement les tiroirs de la commode. Dans le fond du 2e tiroir, cachée sous des mouchoirs, elle découvrit une boîte de médicaments. Donépésil. Son sang se glaça. C'était un traitement contre la maladie d'Alzheimer. Non, 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 chuchota-t-elle. Mais le pire restait à venir. En vidant l'armoire, ses doigts effleurèrent de quelque chose de dur au fond d'un sac en plastique. Un petit coffret de bois, verrouillé. Elle le secoua. Quelque chose bougeait à l'intérieur. Il lui fallut 1 demi-heure pour retrouver la clé, cachée dans un pot de confiture vide au grenier. Quand elle ouvrit enfin le coffret, son cœur s'arrêta. Des reçus. Des dizaines de reçus de banque, tous signés de la main de Thomas. 500 € le 3 mars. 1 000 € le 15 avril. 2 000 € le 22 juin. La liste était interminable. Et tout en bas, une lettre pliée en 4. « Ma chère Manon », lut-elle d'une voix brisée. « Si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Thomas croit que je ne sais pas ce qu'il fait. Il pense que je deviens folle. Mais je vois tout. Je note tout. Il me vole depuis 3 ans. J'ai fait semblant de ne rien remarquer parce que c'est mon fils, mais j'en ai assez. Cette maison, cet argent, tout ça doit aller à toi. Tu es la seule qui m'ait jamais aimée pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. Prends garde à ton frère, ma chérie. La cupidité rend les hommes dangereux. Maman qui t'aime. » Manon éclata en sanglots. Sa mère savait. Elle avait toujours su. Mais alors, pourquoi faire semblant d'oublier ? Pourquoi ces répétitions ?
Ses médicaments cachés. Elle relut la lettre, et soudain, une phrase lui sauta aux yeux. « Il pense que je deviens folle. » Un frisson glacial lui parcourut l'échine. Et si sa mère avait fait exprès de paraître confuse? Et si elle avait anticipé que Thomas contesterait le testament en invoquant sa maladie mentale? Manon se précipita vers le salon et fouilla dans le secrétaire. Elle trouva ce qu'elle cherchait dans le dernier tiroir. Une enveloppe Kraft marquée « Pour Manon, urgent ». À l'intérieur, une clé USB et un mot. « J'ai tout filmé, ma chérie. Tous mes derniers mois. Tu comprendras. » Les mains tremblantes, Manon inséra la clé dans son ordinateur portable. L'écran s'illumina sur le visage de sa mère, assise dans ce même salon, les yeux clairs et lucides. « Ma chérie, » dit la voix enregistrée, « si tu regardes cette vidéo, c'est que Thomas a mis ses menaces à exécution. Je sais qu'il va dire que j'étais malade, que je ne savais plus ce que je faisais. Mais regarde-moi bien, je suis parfaitement lucide. La date d'aujourd'hui est le 15 septembre. Je filme ceci au cas où il m'arriverait quelque chose. Et je vais t'expliquer pourquoi ton frère ne mérite pas un centime de mon héritage. » Manon resta figée devant l'écran. Sa mère avait tout prévu. Absolument tout. Mais alors qu'elle s'apprêtait à continuer le visionnage, un bruit de moteur retentit dans l'allée. Par la fenêtre, elle vit une voiture noire qu'elle ne reconnut pas. 2 hommes en costume sombre en descendirent et se dirigèrent vers la maison. Son téléphone vibra. Un SMS de Thomas. « J'espère que tu profites bien de ta visite. Mes amis aussi. » Manon sentit la panique la submerger. Elle ferma précipitamment l'ordinateur, glissa la clé USB dans sa poche et courut vers la porte de derrière. Dans le jardin, elle entendait déjà les pas lourds qui montaient les marches du perron. Elle grimpa dans sa voiture et démarra en trombe, le cœur battant la chamade. Dans le rétroviseur, elle vit les 2 hommes ressortir de la maison et se lancer à sa poursuite. Thomas ne plaisantait plus. Et elle venait de comprendre que sa mère lui avait légué bien plus qu'un héritage. Elle lui avait donné les armes pour se défendre. Le cabinet de Maître Durand respirait le succès et l'arrogance. Boiserie sombre, diplôme doré, et une secrétaire aux ongles parfaits qui toisait les visiteurs avec dédain. Thomas serrait les poings dans la salle d'attente. Henri à ses côtés, impassible comme toujours. « Messieurs Bertrand », annonça la secrétaire avec un sourire glacial. Maître Durand les reçut dans un bureau aux dimensions impressionnantes. La cinquantaine élégante, costume sur mesure et regard de prédateur, il incarnait le parfait requin du barreau marseillais. « Alors, cette histoire d'héritage contestée ?» attaqua-t-il sans préambule. Thomas raconta tout. Les oublis de sa mère, les répétitions, les médicaments qu'il avait aperçus dans sa salle de bain. Henri confirma d'un hochement de tête grave. « Alzheimer débutant, probablement », conclut l'avocat en griffonnant des notes. « Vous avez des preuves médicales ?» Son médecin était le docteur Caron, répondit Henri. « Un vieil ami. Il confirmera l'état de Claire. » Maître Durand sourit. Un sourire de chasseur qui vient de flairer sa proie. « Parfait. Avec un diagnostic médical, nous pouvons facilement faire annuler ce testament pour altération des facultés mentales. Article 901 du Code civil. Sont incapables de disposer par donation entre vif ou testament les personnes atteintes de troubles mentaux. » Il marqua une pause théâtrale. « Le problème, c'est votre sœur. Elle ne va pas se laisser faire. Manon ne comprend rien au droit. » cracha Thomas. « C'est une petite professeure de province. Détrompez-vous. Les profs sont souvent plus coriaces qu'on ne le pense. Et puis, elle va sûrement prendre un avocat. » Durand tapota son stylo sur le bureau. « Mes honoraires seront de 15 000 €, plus les frais de procédure. » Henri blêmit. « 15 000 ? Mais je n'ai pas... »« Papa » l'interrompit Thomas, la voix tremblante d'émotion feinte. « Tu ne peux pas me laisser tomber, pas maintenant. Ces gens du casino, ils ne rigolent pas. » Le vieil homme regarda son fils, et Manon aurait été terrifiée de voir la manipulation à l'œuvre dans le regard de Thomas. Henri sortit son chéquier d'une main tremblante. « Nous commençons immédiatement, » déclara Durand après avoir encaissé la compte. « J'assigne votre sœur en justice dès demain. Nullité du testament pour incapacité mentale de la testatrice. » 3 heures plus tard, Manon recevait l'assignation par huissier. Ses mains tremblaient, en lisant les termes juridiques incompréhensibles. Altération grave des facultés mentales. Incapacité manifeste.
testament nul et non avenu. Elle appela immédiatement son amie Sylvie, avocate en droit de la famille. « Manon, c'est sérieux », dit Sylvie après avoir lu le document. « Ils ont engagé Durand. Ce type gagne 80% de ses procès. Et s'ils ont des preuves médicales, mais maman était lucide. J'ai des vidéos qui le prouvent. Des vidéos filmées quand ? En septembre, quelques semaines avant sa mort. » Un silence pesant s'installa. « Manon, tu réalises que ça va dans leur sens ? Si ta mère filmait des vidéos au cas où, c'est qu'elle se savait malade. » Le cœur de Manon chavira. Les armes que sa mère lui avait léguées pouvaient-elles se retourner contre elle ? « Je vais étudier ton dossier, » promit Sylvie. « Mais prépare-toi au pire. Durand ne prend jamais d'affaires qu'il n'est pas sûr de gagner. » Cette nuit-là, Manon ne dormit pas. Elle regardait en boucle les vidéos de sa mère, cherchant désespérément un détail qui pourrait tout changer. Sur l'écran, Claire parlait calmement, lucidement, expliquant les raisons de son testament. « Thomas pense que je ne sais pas qu'il me vole, » disait-elle dans une des vidéos. « Il a même commencé à me donner des médicaments pour que j'oublie. Il croit que personne ne s'en rendra compte. » Manon stoppa net la vidéo. Il lui donnait des médicaments ? Elle rembobina, écouta à nouveau. Sa mère était formelle. Thomas lui donnait des médicaments à son insu. Son téléphone sonna. Thomas. « Alors, tu as reçu l'assignation ?» Sa voix était pleine d'une satisfaction malsaine. « Thomas, comment peux-tu faire ça ? C'est notre mère. » « Notre mère était malade, Manon. Tu le sais aussi bien que moi. »« Malade ? Ou empoisonnée par les médicaments que tu lui donnais ?» Le silence qui suivit en dit long. Quand Thomas reprit la parole, sa voix avait changé. Plus dure, plus dangereuse. « Fais attention à ce que tu dis, petite sœur. Tu commences à m'énerver. Et toi, tu commences à me faire peur. Tu n'as encore rien vu. » Il raccrocha. Manon fixa son téléphone, glacé jusqu'aux os. Dans les vidéos, sa mère avait raison. La cupidité rendait les hommes dangereux. Et Thomas venait de montrer son vrai visage. Elle comprit qu'elle n'était plus seulement dans une bataille juridique. Elle était en guerre. Les usuriers ne plaisantaient pas. Thomas découvrit leur message en rentrant chez lui. Sa voiture vandalisée, les pneus crevés, et sur le pare-brise, une photo de sa propre maison, avec une croix rouge tracée dessus. Au dos, un mot. 15 jours. Dernière chance. Il tremblait en composant le numéro d'Henri. « Papa, il faut qu'on se voie. Maintenant. » 1 heure plus tard, dans le salon poussiéreux de son père, Thomas faisait les 100 pas comme un animal en cage. Henri, assis dans son fauteuil usé, l'observait avec un mélange de pitié et d'agacement. « Ces enculés vont me tuer, papa. Regarde !» Thomas lui montra la photo. « Ils connaissent mon adresse, ils savent tout. Calme-toi, » grogna Henri. « Durand va gagner le procès. Dans quelques semaines. » « Quelques semaines. » Thomas explosa. « J'ai 15 jours. 15 jours. Tu comprends ça ?» Henri se leva péniblement de son fauteuil et se dirigea vers une armoire verrouillée. Il en sortit un objet enveloppé dans un tissu huilé. Son ancien pistolet de service de l'armée. L'arme qu'il avait gardée illégalement depuis sa démobilisation 40 ans plus tôt. « Qu'est-ce que tu fais ?» chuchota Thomas, les yeux écarquillés. « Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. » Henri vérifia le chargeur avec des gestes précis. « Ta sœur va renoncer à cet héritage, de gré ou de force. »« Papa, tu es fou. On ne peut pas... » « On ne peut pas quoi ?» Henri braqua sur lui un regard dur comme l'acier. « Laisser cette petite garce détruire ma famille ? Regarder mon fils se faire massacrer par des voyous ? Non, ça suffit. » Thomas regardait l'arme, fasciné et terrifié. « Et si elle appelle la police ? » Elle ne le fera pas. Henri glissa le pistolet dans sa ceinture. « Pas si on fait ça intelligemment. Tu vas l'appeler. Tu lui dis qu'on veut faire la paix, qu'on a trouvé un arrangement. Elle vient ici, en toute confiance. Et après ? Après, on lui explique gentiment la situation. Elle signe sa renonciation et tout le monde repart content. » Thomas déglutit difficilement. « Et si elle refuse ?» Le sourire d'Henri glaça le sang de son fils. « Elle ne refusera pas. » Le téléphone sonna chez Manon à 19h. Elle hésita en voyant le nom de Thomas s'afficher, puis décrocha. « Manon ?» La voix de son frère était étrangement calme, presque chaleureuse. « Écoute, j'ai réfléchi. Cette histoire nous détruit tous. Papa aussi en souffre.
Thomas, si tu appelles pour me faire du chantage... Non, non, au contraire. Je veux qu'on trouve un arrangement. Papa a une proposition à te faire. Quelque chose de juste pour tout le monde. Malgré elle, Manon sentit un espoir naître. Quel genre d'arrangement? Viens à la maison demain soir. Papa veut te parler, en famille, comme avant. Quelque chose dans sa voix la troublait. Une douceur forcée, presque théâtrale. Thomas, je ne sais pas si... Manon, s'il te plaît. Sa voix se brisa légèrement. J'ai peur. Ces gens, ils vont me faire du mal. Et papa vieillit. Il ne supporte pas qu'on se déchire comme ça. Donne-nous une chance. Une dernière chance de rester une famille. Malgré toutes ses réticences, Manon sentit son cœur se serrer. C'était encore son petit frère qui parlait. Celui qu'elle avait protégé des colères de leur père quand ils étaient enfants. D'accord, céda-t-elle. Mais juste pour parler. Juste pour parler, promit Thomas. Après avoir raccroché, il se tourna vers Henri qui avait tout entendu. Elle vient ? Demain soir à 8h. Henri caressa la crosse du pistolet. Parfait. Tu vois ? Quand on veut, on peut. Le lendemain soir, Manon gara sa voiture devant la maison de son enfance. L'endroit avait l'air encore plus délabré que dans ses souvenirs, avec sa peinture écaillée et son jardin envahi par les mauvaises herbes. Marcel, son voisin, ancien gendarme qui habitait en face de chez elle, l'avait mise en garde avant son départ. « Méfie-toi, Manon. Ton frère a l'air désespéré, et les hommes désespérés font des choses terribles. » Elle frappa à la porte. Thomas ouvrit, un sourire crispé aux lèvres. « Entre, entre. Papa t'attend au salon. » Henri était assis dans son fauteuil, les mains croisées sur les genoux. Il ne se leva pas pour l'accueillir. « Manon, assieds-toi. » L'atmosphère était pesante, électrique. Manon s'installa sur le canapé, tous ses sens en alerte. Quelque chose ne tournait pas rond. « Alors, cette proposition ?» demanda-t-elle. Thomas ferma la porte à clé derrière lui. Le déclic résonna dans le silence comme un coup de fouet. « Thomas ?» Manon se leva d'un bond. « Pourquoi tu fermes ?»« Pour qu'on puisse parler tranquillement, » répondit Henri sans bouger de son fauteuil. C'est alors que Thomas sortit l'arme de sa veste. Le canon tremblait dans sa main, mais son regard était déterminé. « Renonce à ta part d'héritage de maman, sinon... » Henri observait la scène en silence, le visage impassible. Il avait l'air d'assister à un spectacle qu'il avait mis en scène. Manon sentit le monde basculer autour d'elle. Ce n'était plus son frère qui se tenait devant elle, mais un étranger armé et dangereux. « Thomas, pose cette arme. Tu ne sais pas ce que tu fais. »« Je sais exactement ce que je fais, » cria-t-il, la voix brisée. « Je me bats pour survivre. » Manon croisa le regard de son père. Elle y lut quelque chose qui la glaça. De la satisfaction. L'arme pointée sur elle, Manon sentit un calme étrange l'envahir. Ce n'était plus de la peur, mais une lucidité glaciale. Elle regarda Thomas, puis Henri, et comprit qu'ils avaient franchi une ligne invisible. Il n'y aurait pas de retour en arrière possible. « Je n'ai pas renoncé, » dit-elle d'une voix ferme. Thomas resserra sa prise sur la crosse. « Manon, ne joue pas avec moi, je n'ai plus rien à perdre. »« Tu as tout à perdre, au contraire. » Elle sourit, d'un sourire qui glaça le sang des deux hommes. « Regarde ça. » D'un geste lent, elle sortit son téléphone de sa poche. Sur l'écran, une application clignotait en rouge. Diffusion en direct, 47 spectateurs connectés. Thomas devint livide. « Qu'est-ce que tu fais ?» Marcel m'a conseillé de me méfier. Alors j'ai activé le live sur mon compte avant d'entrer. 47 personnes nous regardent en ce moment, Thomas. 47 témoins de ce que vous êtes en train de faire. Henri bondit de son fauteuil. « Éteins ça immédiatement. » Trop tard, papa. Tout le village sait maintenant qui vous êtes vraiment. Sur l'écran du téléphone, les commentaires défilaient à toute vitesse. « Appelez la police. Cette femme est en danger. J'appelle les gendarmes maintenant. » Thomas fixait l'écran, hypnotisé par l'ampleur du désastre. Sa main tremblait si fort que l'arme oscillait dangereusement. « 47 témoins, Thomas, » répéta Manon. « Dont probablement Marcel. Tu te souviens de Marcel ? Ancien gendarme, très respecté au village. Je parie qu'il a déjà prévenu ses anciens collègues. « Ferme ta gueule !» hurla Thomas, mais sa voix se brisait.
Regarde ton père, Thomas. Regarde comme il est fier de toi maintenant. » Henri était effondré dans son fauteuil, le visage dans les mains. 40 ans de respectabilité venèrent de s'écrouler en quelques minutes. Le téléphone vibra. Un appel entrant de Marcel s'affichait sur l'écran. Manon décrocha sans quitter Thomas des yeux. « Marcel ? » ?»« Manon, les gendarmes arrivent. Tiens bon, ils sont en route. » Thomas entendit. Il comprit que tout était fini. Dans un dernier sursaut de rage, il leva l'arme vers sa sœur. « Si je coule, tu coules avec moi. » Manon ferma les yeux, se préparant au pire. 5 secondes s'écoulèrent. Puis ce fut le grand fracas. La porte d'entrée explosa littéralement sous le bélier des gendarmes. Une déflagration de bois brisé, de cris et de bottes martelant le carrelage. Thomas, surpris, fit volte-face et l'arme lui échappa des mains, glissant sur le sol. Gendarmerie, tout le monde au sol. En quelques secondes, la pièce se remplit d'uniformes et de gilets pare-balles. Thomas fut plaqué au sol avec une violence qui lui coupa le souffle. Henri, tétanisé, leva les mains en tremblant. « L'arme! Là! Sur le carrelage !» cria un gendarme. Le capitaine s'approcha de Manon, qui tremblait maintenant de tous ses membres, l'adrénaline retombant d'un coup. « Madame, vous allez bien? Vous êtes blessée? »« Non, non, ça va. Il voulait me forcer à renoncer à mon héritage. » Thomas, menotté et le visage écrasé contre le sol, sanglotait comme un enfant. « Mes dettes, ils vont me tuer. Vous ne comprenez pas. »« Ce qu'on comprend, » dit le capitaine en le soulevant sans ménagement, « c'est que vous venez de menacer votre sœur avec une arme à feu, en direct devant 50 témoins. » Henri fut également menotté, ses protestations mourant dans sa gorge. À 78 ans, il découvrait l'humiliation d'être traité comme un vulgaire criminel. « Papa !» gémit Thomas en le voyant emmener. « Je ne suis plus ton père !» cracha Henri, le regard rempli d'une haine que Manon ne lui avait jamais vue. Sur le téléphone de Manon, toujours en direct, les commentaires explosaient. Incroyable. Justice rendue. Cette femme est une héroïne. 63 spectateurs maintenant. L'affaire ferait le tour du village avant la fin de la soirée. Manon raccrocha la diffusion et s'effondra sur le canapé. C'était fini. Elle avait gagné. Mais en regardant Thomas embarqué comme un vulgaire malfrat, elle ne ressentait aucune joie. Seulement un immense vide. La famille n'existait plus. 6 mois plus tard, le tribunal correctionnel de Marseille bruissait d'une tension électrique. L'affaire Bertrand contre Bertrand avait fait sensation dans la région. Une famille bourgeoise qui s'entretuait pour un héritage, des menaces filmées en direct. Un père de 78 ans complice de son fils. Tout y était pour passionner la presse locale. Manon était assise au premier rang, impeccable dans son tailleur noir. En face d'elle, Thomas évitait son regard, amaigri par 6 mois de détention provisoire. Henri, lui, la fixait avec une haine pure qui la glaçait encore. Maître Durand, malgré la catastrophe, avait maintenu la contestation du testament. Une dernière carte à jouer avant l'inévitable condamnation pénale. « Monsieur le Président, » déclara-t-il en se levant, « ma cliente peut-être a eu des gestes regrettables, mais le fond du problème demeure. Ce testament a été rédigé par une femme souffrant d'Alzheimer débutant. » Il brandit un dossier médical. « Voici le rapport du docteur Caron, médecin traitant de la défunte. Prescription de donépésil en juillet, diagnostic d'Alzheimer précoce confirmé. » Un murmure parcourut l'audience. Manon sentit son estomac se nouer. Même avec toutes les preuves qu'elle possédait, le doute médical planait toujours. « Mesdames et messieurs les jurés, » continua Durand, « peut-on vraiment considérer comme valide le testament d'une femme sous traitement contre la démence ?» Le procureur se leva à son tour. « L'accusation ne conteste pas l'état de santé de la victime, mais nous allons prouver que Madame Claire était parfaitement consciente de ses actes. » Il fit signe à Manon, qui se dirigea vers la barre avec la clé USB serrée dans sa main. « Votre honneur, ma mère avait tout prévu, y compris cette contestation. » L'écran géant s'illumina. Le visage de Claire apparut, assis dans son salon familier, le regard clair et déterminé. « Je suis Claire Bertrand. Nous sommes le 15 septembre. J'enregistre cette vidéo parce que je sais que mon fils Thomas va contester mon testament en prétendant que je suis folle. » Un silence de mort s'abattit sur la salle. Thomas ferma les yeux, comprenant que le piège se refermait définitivement. « Thomas croit que je ne sais pas qu'il me vole, » continuait la voix de Claire.
Il pense que les médicaments qu'il glisse dans mon thé me font tout oublier. Mais je fais semblant. Je note tout. Je filme tout. Maître Durand blêmit. Votre honneur, cette vidéo n'a aucune... Silence, tonna le président. Sur l'écran, Claire sortait une boîte de médicaments. Voici le Donépésil que Thomas me fait prendre. Le docteur Caron ne me l'a jamais prescrit. Mon fils l'achète sur Internet pour me rendre confuse. Regardez. Elle montrait l'ordonnance falsifiée, puis un reçu d'achat en ligne au nom de Thomas. Il veut que tout le monde pense que je perds la tête pour pouvoir mériter en paix. Mais je vais vous montrer autre chose. L'image bascula sur une caméra de surveillance cachée. On y voyait Thomas versant discrètement une poudre blanche dans la tasse de thé de sa mère. Cette vidéo a été prise la semaine dernière. Mon fils empoisonne ma boisson avec des doses de Donépésil écrasées. Voilà pourquoi j'ai parfois l'air confuse. L'audience était pétrifiée. Thomas s'effondrait littéralement sur sa chaise. Henri regardait son fils avec une horreur grandissante. « Thomas, » dit la voix de Claire avec une tristesse infinie, « tu es mon fils, et je t'aimerai toujours. Mais tu m'as volé ma lucidité, mon argent, et maintenant tu veux voler l'héritage de ta sœur. Je ne peux pas te laisser faire. » La vidéo s'arrêta. Le silence était assourdissant. Le président se tourna vers Thomas. « Monsieur Bertrand, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ?» Thomas leva un visage ravagé par les larmes. « Elle était ma mère. Je ne voulais pas lui faire de mal. J'avais tellement de dettes. Vous avez empoisonné votre propre mère pour simuler une démence ? Oui, mais juste pour qu'elle oublie l'argent que j'avais pris. Pas pour... » Il s'arrêta, réalisant qu'il venait de se condamner définitivement. Henri se leva péniblement, pointant un doigt tremblant vers son fils. « Monstre, tu es un monstre. Papa, tu n'es plus mon fils. » Le président abattit son marteau. La séance est suspendue. Dans le couloir, Manon s'effondra sur un banc. Sylvie la rejoignit, bouleversée. « Manon, c'est fini. Thomas va prendre lourd, très lourd. Et le testament sera validé intégralement. » Manon acquiesça sans joie. Elle avait gagné, mais à quel prix ? Sa mère était morte en sachant que son propre fils l'empoisonnait. Thomas allait en prison pour des années. Henri ne lui adresserait plus jamais la parole. Elle avait l'héritage. Elle avait la justice. Mais elle n'avait plus de famille. Le verdict tomba comme un coup près. Thomas, 5 ans de prison ferme pour menace de mort avec arme, tentative d'extorsion et empoisonnement. Henri, 2 ans avec sursis pour complicité, mais surtout l'humiliation publique qui achèverait ses vieux jours. Manon sortit du tribunal sous les flashs des journalistes locaux. « Madame Bertrand, comment vous sentez-vous ? Allez-vous pardonner à votre frère ? Que comptez-vous faire de l'héritage ?» Elle ne répondit à aucune question, se contentant de monter dans sa voiture et de démarrer sans un regard en arrière. De retour chez elle, l'appartement lui sembla étrangement silencieux. Sur sa table basse, les journaux locaux étalaient déjà l'affaire. Famille déchirée par l'héritage, le fils empoisonnait sa mère. Drame familial, il la menace avec une arme pour 180 000 €. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des amis, des collègues, des journalistes, même d'anciens élèves. Tous voulaient savoir, comprendre, compatir. Elle finit par l'éteindre. 3 jours plus tard, une lettre arriva. L'écriture tremblante d'Henri. « Manon, tu as détruit ma famille. Mon fils croupit en prison à cause de toi. J'espère que tu es satisfaite. Tu ne me reverras jamais. Henri. » Elle froissa la lettre et la jeta. Mais les mots restaient gravés dans sa mémoire. Le village se divisa rapidement en 2 camps. D'un côté, ceux qui soutenaient Manon, cette pauvre femme, menacée par son propre frère. De l'autre, les partisans de Thomas. Ce garçon était désespéré. Elle aurait pu l'aider au lieu de le détruire. Au marché, les conversations s'arrêtaient sur son passage. Les regards la suivaient, entre compassion et reproches muets. Certains la saluaient chaleureusement, d'autres détournaient les yeux. Madame Rosette, l'épicière qui la connaissait depuis l'enfance, osa enfin lui parler. « Ma petite Manon, tu as eu raison de te défendre. Mais ton frère, il était si mignon quand il était petit. Que s'est-il passé pour qu'il en arrive là ? Comment expliquer ? Comment dire que l'argent transforme les gens, que la cupidité ronge l'âme comme un cancer ?
Manon se contenta de sourire tristement et de payer ses courses. L'héritage était enfin débloqué. 180 000 € sur son compte, plus la maison de Provence. Une fortune pour une simple professeure retraitée. Mais chaque euro avait le goût amer de la trahison familiale. Elle reçut une visite inattendue. Marcel, son voisin ex-gendarme, accompagné de sa femme Christiane. « Manon, nous voulions te dire, tu as été courageuse. Très courageuse. » Courageuse? Elle eut un rire sans joie. « J'ai détruit ma famille, Marcel. Tu as survécu, » corrigea Christiane. « Et tu as rendu justice à ta mère. Cette pauvre Claire, savoir qu'elle endurait ça en silence. » Marcel hocha la tête. « Ton frère et ton père ont fait leur choix, Manon. Pas toi. Tu as juste refusé d'être leur victime. » Ces mots lui firent du bien, pour la première fois depuis des mois. 2 semaines plus tard, elle reçut une lettre de prison. L'écriture était celle de Thomas, mais tremblante, hésitante. « Manon, je sais que tu ne me pardonneras jamais. Je ne me pardonne pas non plus. En prison, j'ai le temps de réfléchir. Papa ne me parle plus, refuse mes appels. Je n'ai plus que toi au monde. Je sais que c'est ironique, après ce que j'ai fait. Je ne te demande pas de me rendre visite. Je ne te demande pas d'argent. Je voulais juste que tu saches que je regrette. Pas d'avoir été découvert. Je regrette d'avoir fait du mal à maman. Et à toi, Thomas. » Manon relut la lettre plusieurs fois. Pour la première fois, elle retrouvait une trace de son petit frère d'autrefois. Mais était-ce sincère ou une nouvelle manipulation? Elle plia la lettre et la rangea dans un tiroir sans y répondre. Peut-être un jour, mais pas maintenant. La blessure était encore trop vive. Le soir même, elle prit une décision. Elle ne pouvait pas rester dans ce village où chaque regard la renvoyait au drame familial. Il était temps de tourner la page, de recommencer ailleurs. L'héritage de sa mère lui offrait cette liberté. Ironique retournement. L'argent qui avait détruit sa famille allait maintenant lui permettre de se reconstruire. Pour la première fois depuis des mois, Manon esquissa un sourire. Amer, mais sincère. Elle était seule, mais elle était libre. Et peut-être que c'était suffisant pour recommencer. 4 ans plus tard, le panneau « Vendu » claquait dans le vent mistral devant la maison familiale de Provence. Manon contemplait une dernière fois la bâtisse de son enfance, valise chargée dans sa voiture. Demain, elle s'installerait à Lyon, loin de tous ses souvenirs empoisonnés. Le village avait fini par cicatriser autour du scandale. Thomas purgeait encore sa dernière année de prison. Henri, rongé par la honte et l'isolement, s'éteignait lentement dans une maison de retraite de Toulon, refusant obstinément tous ses appels. Manon avait 56 ans, l'âge de sa mère quand elle était devenue veuve. L'âge de recommencer, peut-être. Avant de partir définitivement, il lui restait une chose à faire. Une promesse qu'elle se faisait depuis 4 ans, sans jamais trouver le courage de l'accomplir. Le cimetière du village était désert en cette fin d'après-midi de novembre. Ses pas crissaient sur le gravier mouillé, tandis qu'elle se dirigeait vers la rangée du fond. Tombe 47. Claire Bertrand, 1968-2024. Mère aimante. Manon s'agenouilla sur la pierre froide, le bouquet de roses blanches serré contre sa poitrine. Les larmes qu'elle retenait depuis 4 ans jaillirent enfin, incontrôlables. « Maman !» Sa voix se brisa. « J'ai gagné ton combat, mais j'ai tout perdu. » Le vent faisait danser les cyprès autour d'elle. Dans ce silence, elle pouvait presque entendre la voix douce de sa mère. « Tu étais la seule qui m'aimait vraiment, maman. La seule qui m'ait jamais protégée. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai détruit notre famille. » Elle caressa la pierre tombale glacée, comme elle caressait autrefois les cheveux de sa mère quand celle-ci était malade. Thomas m'a écrit de prison. Il dit qu'il regrette. Papa refuse toujours de me voir. Il va mourir en me haïssant. Un sanglot lui échappa. Dis-moi que j'ai eu raison, maman. Dis-moi que je n'avais pas le choix. Le silence du cimetière était sa seule réponse. Je pars, tu sais. Je ne peux plus rester ici. Chaque regard me rappelle ce qui s'est passé. Je vais à Lyon, recommencer ma vie. Avec ton argent. Elle eut un rire amer. Ton argent qui a tout cassé, mais qui va me sauver maintenant. Elle sortit la dernière lettre de Thomas de sa poche. 4 pages d'excuses, de remords, de supplications.
Il sortait dans 6 mois et voulait la voir. Pour te demander pardon. Pour qu'on reste frère et sœur malgré tout. Il veut que je lui pardonne, maman. Est-ce que tu lui aurais pardonné, toi? Une bourrasque fit voler les pétales de rose autour de la tombe. Manon y vit un signe. Tu lui aurais pardonné, bien sûr. Tu étais trop bonne. Moi, je ne sais pas si j'en suis capable. Ses larmes redoublèrent. Je suis si seule, maman. Si fatiguée de porter cette colère. Elle déposa délicatement les roses blanches sur la pierre, les préférées de sa mère, celles qu'elle cultivait dans son jardin. Je vais essayer de lui pardonner, pas pour lui, pour toi et pour moi, parce que la haine, ça fait mal au cœur, et mon cœur a déjà assez souffert. Le soleil déclinait derrière les collines provençales, nimbant le cimetière d'une lumière dorée. Manon se releva lentement, les genoux engourdis par le froid. Je garderai ton amour avec moi pour toujours, maman. C'est le seul héritage qui compte vraiment. Elle embrassa ses doigts et les posa sur la photo de sa mère incrustée dans le marbre. Un visage souriant, aux yeux remplis de tendresse. « Au revoir, maman. » Elle s'éloigna sans se retourner, comme elle l'avait promis. Dans sa voiture, elle regardait une dernière fois le village de son enfance dans le rétroviseur. Les maisons, l'église, le café où elle prenait des chocolats chauds avec sa mère. Tout cela appartenait au passé. Elle démarra et prit la route de Lyon vers son nouveau destin. Seule, certes, mais portant en elle l'amour indestructible d'une mère qui l'avait choisie par-dessus tout. Et peut-être, au fond de son cœur meurtri, la graine fragile du pardon commençait-elle enfin à germer. Dans le rétroviseur, le cimetière disparut derrière une colline. Mais l'amour de sa mère, lui, ne disparaîtrait jamais.